Lors d'un dîner de famille, j'ai découvert que mon frère menait la grande vie pendant que je couvrais toutes ses dépenses. J'ai finalement dit « Assez ». Il a hurlé « Comment oses-tu refuser ?» J'ai calmement répondu « Pourquoi pas ?» Et je suis parti devant tout le monde. Ils étaient tous profondément choqués. Je m'appelle Lauren Mitchell. J'ai 32 ans. Je travaille dans le marketing à Chicago. Et au moment exact où mon frère a crié « Comment oses-tu refuser ?» À travers la salle à manger de mes parents, j'ai eu l'impression que toute la maison avait cessé de respirer. Les verres se sont figés à mi-chemin des bouches. La fourchette de ma tante est restée suspendue au-dessus de son assiette. Même les parents qui avaient passé des années à me traiter comme la personne fiable m'ont soudainement dévisagé comme si j'avais commis un acte impardonnable juste en disant non. Mais au moment où cette phrase a explosé de sa bouche, j'en avais déjà fini. Pas en colère de la manière sauvage et chaotique que les gens aiment reprocher aux femmes quand elles cessent enfin de tolérer quelque chose. Fini de la manière froide, épuisée et définitive qui vient après des années à ravaler la culpabilité, à virer de l'argent, à trouver des excuses et à prétendre que la pression familiale est la même chose que l'amour. Ce soir-là, alors que tout le monde admirait sa confiance, ses vêtements chers et son sourire facile, tout ce que je pouvais voir était la vérité que j'avais été trop loyal pour admettre. J'avais passé des années à sacrifier mon propre avenir pour qu'il puisse vivre comme un homme sans conséquences. J'avais reporté des projets, réduit mes économies et réorganisé ma vie autour d'une urgence après l'autre, pensant que je l'aidais à se maintenir à flot. Au lieu de cela, je finançais sa performance. Alors, quand il a hurlé « Comment oses-tu refuser ?» devant tout le monde, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai senti chaque année de ressentiment se transformer en une réponse nette et j'ai dit « Pourquoi pas ?» Puis j'ai pris mon manteau et je suis sorti alors que toute la pièce restait assise dans un silence stupéfait. Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette maison sous les yeux de tous, dites-moi d'abord quelque chose. Quelle heure est-il où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je me demande toujours jusqu'où des histoires comme celle-ci voyagent quand les gens savent exactement ce que l'on ressent face à la pression familiale. Mon frère s'appelle Dylan, et si vous ne le connaissiez que superficiellement, vous comprendriez probablement pourquoi les gens l'ont laissé s'en tirer si longtemps. Dylan avait ce genre de charme qui faisait paraître l'irresponsabilité aventureuse. Il pouvait être en retard, fauché, non préparé, et d'une manière ou d'une autre, il arrivait toujours à faire rire les gens à la fin de la conversation. Ayant grandi à Oak Park, il était toujours celui que mes parents décrivaient comme un esprit libre, créatif, ou encore en train de se chercher. J'étais le contraire. J'étais l'organisé, la pragmatique, celle qui faisait avancer les choses, qui ne s'attirait pas d'ennui et qui n'avait pas besoin d'être sauvée. Cela semble flatteur jusqu'à ce que vous réalisiez que dans certaines familles, être la personne fiable est juste un code pour être celle que tout le monde s'attend tranquillement à voir absorber les dégâts. À la fin de la vingtaine, je m'étais construit une vie stable. J'avais un bon emploi dans le marketing en centre-ville, un bon crédit, des économies décentes, des cotisations de retraite automatiques et un plan minutieux pour acheter une petite maison de ville dans un quartier que j'aimais. Je n'étais pas riche, mais j'étais discipliné. Dylan, pendant ce temps, passait d'une idée de freelance à l'autre. Certains mois, il créait des sites web. D'autres mois, il faisait du conseil. Puis il changeait son image de marque, lançait quelque chose de nouveau, courait après une percée ou blâmait le marché. Il y avait toujours un langage autour de lui qui faisait paraître l'instabilité temporaire et excitante. Il n'y avait presque jamais assez d'argent pour faire face à la réalité. La première fois qu'il m'a demandé de l'aide, cela semblait crédible. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Il avait perdu un client. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour traverser un mois difficile. C'était $1000. Je les ai envoyés parce que je pensais aider mon frère à survivre à une mauvaise passe. Le lendemain, ma mère a appelé pour me remercier de cette voix douce et émotive qui me donnait toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de moralement important. Mon père a été plus simple. La famille prend soin de la famille, a-t-il dit, comme si cela réglait la question de manière permanente. Ce premier paiement aurait dû être une exception. Au lieu de cela, c'est devenu un système. Quelques semaines plus tard, Dylan avait besoin d'argent pour les factures, puis pour une réparation de voiture, puis pour un logiciel dont il prétendait avoir besoin pour un grand projet, puis à nouveau pour le loyer parce qu'un autre client avait payé en retard. Il était malin. Les demandes n'étaient jamais caricaturalement énormes.
Elles étaient juste assez crédibles pour déjouer mon instinct. 600 ici, 900 là, 1200 parce que quelque chose avait échoué de manière inattendue. Chaque fois qu'il appelait, il semblait stressé, honteux, pressé. Chaque fois que j'hésitais, mes parents apparaissaient d'une manière ou d'une autre juste après avec le cadre émotionnel exact nécessaire pour me faire céder. Ma mère me disait que Dylan était sous pression et trop fier pour demander de l'aide. Mon père disait que je m'en sortais bien et que je devrais être reconnaissante d'avoir la capacité de soutenir la famille. Lors des dîners, Dylan était loué pour son talent et son ambition tandis que j'étais loué pour être stable et mature. En surface, les deux semblent positifs. En pratique, ces étiquettes sont devenues des rôles. Il obtenait la permission. J'obtenais l'obligation. Au cours des 2 années et demie suivantes, j'ai changé ma propre vie de manière qui semblait petite sur le moment et dévastatrice avec le recul. J'ai cessé de chercher sérieusement une maison parce que je détestais voir combien j'avais économisé de moins que ce que j'aurais dû. J'ai réduit mes cotisations de retraite pendant un certain temps. J'ai annulé un voyage dans le Michigan avec des amis en prétextant le travail. J'ai commencé à devenir étrangement prudente avec chaque achat non essentiel parce que je ne savais jamais quand la prochaine urgence de Dylan apparaîtrait. Le pire, c'est à quel point tout cela est devenu normalisé. Son besoin arrivait toujours comme la météo, incommode, épuisant, inévitable. Mon aide était traitée comme la réponse naturelle. Il y a eu des moments où j'ai essayé de résister. J'ai demandé s'il ne pouvait pas déménager dans un appartement moins cher. Il a dit que l'emplacement était important pour le travail. J'ai demandé s'il ne pouvait pas accepter quelque chose de stable pendant un certain temps. Il m'a traité d'esprit étroit. Une fois, j'ai proposé de l'aider à établir un véritable budget mensuel et il a ri comme si le budget était pour les gens sans ambition. Pourtant, quand il avait besoin d'argent, ma pensée pragmatique devenait soudainement un défaut moral. Si je le questionnais, j'étais froide. Si j'hésitais, je portais un jugement. Si j'aidais, j'étais une sœur merveilleuse. Ma famille avait créé une dynamique où ma culpabilité était moins chère que sa responsabilité, et tout le monde en bénéficiait sauf moi. À la 3e année, je ne réalisais même plus à quel point je me sentais piégé jusqu'à ce que je commence à redouter le son de son nom s'allumant sur mon téléphone. Je voyais Dylan appeler et je sentais mon estomac se serrer avant de répondre. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il y aurait une dernière période difficile, un tournant, une saison où les choses se stabiliseraient et où il n'aurait plus besoin de moi. Au lieu de cela, plus je donnais, plus il devenait naturel pour tout le monde de supposer que je le ferais toujours. En y repensant maintenant, je peux le dire clairement. Je n'aidais pas mon frère à traverser une période difficile. Je finançais un homme qui avait appris que mon sens du devoir pouvait être exploité indéfiniment. La nuit où tout a éclaté, c'était à Thanksgiving chez mes parents. J'avais passé la journée à faire ce que je faisais toujours lors des réunions de famille. Arriver tôt, apporter des plats, aider ma mère dans la cuisine, m'assurer que les choses se passent bien, sourire sur commande et rester assez discrète pour ne pas créer de tensions supplémentaires. Dylan était en retard, ce qui était normal, et ma mère continuait d'inventer des raisons de plus en plus douces pour son absence. Le trafic, un appel de client, quelque chose d'important. Mon père le défendait sans même qu'on le lui demande, disant que Dylan était occupé parce qu'il construisait quelque chose. Je me souviens de cette phrase parce qu'elle a semblé presque drôle plus tard. Il construisait quelque chose. C'est certain. Juste pas une vraie vie. Quand Dylan est finalement entré, il a fait ce qu'il faisait toujours si bien. Il a transformé l'attention en une ressource. Il a embrassé ma mère sur la joue, a tapé sur l'épaule de mon père, a offert à tout le monde ce sourire facile, et a pris le contrôle de la pièce en quelques secondes. Mais cette fois, les détails étaient impossibles à ignorer pour moi. La veste était neuve. La montre était assez chère pour être remarquée exprès. Il avait un nouveau téléphone. Ces bottes étaient le genre de bottes que les gens achètent quand ils veulent avoir l'air d'avoir de l'argent sans le dire explicitement. Puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a sorti son téléphone et a commencé à montrer à tout le monde des photos d'un voyage à Aspen. Aspen. Je suis resté là avec une cuillère de service à la main et j'ai senti tout mon corps se glacer. 2 semaines plus tôt, Dylan m'avait appelé dans un état de quasi-panique, disant qu'il était à court de loyer et sur le point d'avoir son compte à découvert. Il avait semblé humilié. Il m'avait remercié 2 fois après que j'ai transféré l'argent. Et maintenant, il se tenait dans la salle à manger de mes parents,
souriant devant des vues de toi, des cocktails, des photos de ski et des vêtements d'hiver de marque pendant que les parents se penchaient pour admirer sa vie. Je n'ai pas explosé tout de suite. C'est la partie que les gens ne comprennent jamais. Au moment où une femme parle, elle a généralement déjà passé des années à contenir l'explosion à l'intérieur. Je l'ai regardé glisser sur sa chaise, j'ai regardé ma mère lui sourire radieusement, j'ai regardé mon père rire à chaque phrase comme si Dylan était l'homme le plus drôle du monde. Personne ne me regardait parce que personne ne s'attendait à ce que je perturbe la performance. J'avais passé des années à rendre mon silence utile pour eux. À mi-chemin du dîner, j'ai posé ma fourchette et lui ai posé une question. Comment as-tu payé pour Aspen? La pièce a changé instantanément, mais pas encore dans un silence complet. Dylan a souri d'un air suffisant et a dit, des offres? Tu sais comment voyager intelligemment. J'ai demandé comment il avait payé la montre. Il a haussé les épaules. Cadeau. J'ai demandé comment il avait payé pour tout ça s'il était si fauché qu'il avait eu besoin de mon argent 2 semaines plus tôt. C'est là que la table est devenue silencieuse. Son expression a changé rapidement. D'abord l'irritation, puis le calcul, puis ce regard familier et offensé que les gens portent quand ils réalisent que le charme pourrait ne pas fonctionner. Il s'est adossé à sa chaise et a dit, « Sérieusement, tu fais ça ici ?» Ma mère m'a immédiatement dit de ne pas commencer. Mon père a exigé de savoir ce que j'insinuais. J'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, j'insinue que j'ai passé des années à payer ton loyer, tes factures, tes urgences, et que d'une manière ou d'une autre, tu avais encore assez d'argent pour Aspen, un nouveau téléphone, une montre, et tout ce que tu ne dis pas. Dylan a carrément ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il pensait toujours que je céderais s'il me faisait sentir assez coincé. Puis il a dit la phrase qui a brisé le dernier fil de loyauté qui me retenait. Il a dit, tu gagnes bien ta vie, Lorraine. Pourquoi agis-tu comme si partager un peu avec la famille était une sorte de crime? Partager un peu. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelle confession n'aurait pu le faire. Il ne pensait pas avoir profité de moi. Il pensait que ma vie incluait naturellement de rendre la sienne possible. Mon revenu, mes économies, mes sacrifices. Dans son esprit, ceci était devenu des ressources familiales. Et la famille, c'était lui d'abord. Je me suis levé. Ma chaise a raclé assez fort pour faire sursauter tout le monde. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est sortie stable. Assez, Dylan. J'ai fini. Ma mère a dit mon nom sèchement. Mon père m'a dit de m'asseoir. Le visage de Dylan s'est assombri. Puis il l'a crié assez fort pour que chaque parent dans cette salle à manger l'entende. Comment oses-tu refuser? Il s'attendait à ce que la honte fasse ce qu'elle avait toujours fait. Il s'attendait à ce que je batte en retraite, que je m'excuse, que je m'adoucisse, que je négocie. Au lieu de cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai posé la question la plus simple que j'ai jamais posée dans cette maison. Pourquoi pas? Mon père a frappé la table de la paume de sa main et m'a accusé d'humilier mon frère. Ma mère avait l'air horrifiée. Quelqu'un au bout de la table a laissé tomber une fourchette. Dylan a ouvert la bouche comme s'il ne pouvait toujours pas croire que je lui avais répondu de cette façon. Je ne suis pas resté pour la prochaine salve de culpabilité. J'ai pris mon manteau, je suis passé devant chaque visage choqué dans cette pièce et je suis parti tandis que le silence me suivait jusqu'à la porte. Sortir ne m'a pas semblé triomphant au début. C'était horrible. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à ma voiture. Et je suis resté assise là pendant près de 10 minutes à regarder à travers le pare-brise, entendant la voix de Dylan, entendant l'indignation de mon père, entendant ce silence affreux après avoir dit « Pourquoi pas ?» Comme si toute la pièce s'était divisée en deux. Quand je suis rentré chez moi, j'avais 8 appels manqués. À minuit, j'en avais 16. Le lendemain matin, Dylan m'avait envoyé une série de textos qui passaient par toutes les étapes de la manipulation en moins de 3 heures. D'abord, je l'avais embarrassé. Ensuite, j'avais surréagi. Puis, je l'avais trahi. Ensuite, j'étais apparemment jalouse, froide, égoïste, obsédée par l'argent et j'essayais de le faire passer pour un raté. Quelque part au milieu de cette spirale, il a aussi dit qu'il avait désespérément besoin de parler parce que je l'avais mis dans une position dangereuse. Ma mère a géré la situation différemment. Elle a dit que les vacances n'étaient pas le lieu pour des scènes. Elle a dit que Dylan était fragile en ce moment et que j'avais choisi le moment le plus cruel possible pour le confronter.
Mon père a été plus dur. Il a laissé un message vocal disant « On ne manque pas de respect publiquement à son frère dans cette famille pour ensuite se faire passer pour la victime ». Je l'ai écouté 2 fois parce qu'entendre une cruauté aussi nette rend impossible de la romancer davantage. Puis la pression sociale a commencé. Dylan a publié un paragraphe dramatique en ligne sur le fait d'être abandonné par quelqu'un qui utilisait le succès comme une arme et tournait le dos à la famille au moment le plus important. Il n'a pas utilisé mon nom, mais il n'en avait pas besoin. Les parents ont commencé à envoyer des textos quelques heures plus tard. Un cousin a demandé pourquoi je l'avais attaqué si durement alors qu'il avait clairement des difficultés. Un ami de la famille a dit que mes parents étaient dévastés. Une tante a laissé entendre que la vie en entreprise m'avait peut-être rendue orgueilleuse. Chaque message était enveloppé d'inquiétude et atterrissait comme un ordre. Rétablis l'arrangement. Redevient plus facile à utiliser. Ce qui m'a sauvé de céder, c'est la documentation. 2 jours après Thanksgiving, j'ai retrouvé ma meilleure amie Naomi pour un café après le travail. Naomi était comptable, implacablement pragmatique, le genre de personne qui rendait le chaos émotionnel mince une fois qu'elle commençait à le trier en chiffres. Pour la première fois, j'ai tout déballé, les virements, les paiements Venmo, les captures d'écran d'urgence, les virements de loyer, les remboursements de factures, les réparations de voitures, les prêts temporaires, tous les sauvetages uniques qui étaient discrètement devenus un système. Nous sommes restés assises là pendant près de 3 heures à construire une chronologie complète. Quand nous avons fini, le total était de 58 700 $. J'ai regardé ce nombre et j'ai ressenti quelque chose entre la nausée et l'incrédulité. 58 700 $, pas en une seule décision imprudente, mais en centaines de petits actes de pression, de culpabilité, d'urgence et d'obéissance. Naomi m'a regardé et a dit « Lorraine, ce n'est plus de la générosité. C'est de l'exploitation déguisée en loyauté familiale. » Cette phrase a frappé plus fort que les cris de Dylan. Elle a nommé la chose que j'avais passé des années à ressentir sans l'admettre pleinement. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes applications bancaires et j'ai cessé de penser comme une sœur gérant une crise. J'ai commencé à penser comme quelqu'un qui se protège. J'ai annulé tous les paiements récurrents liés à lui. J'ai changé les mots de passe, supprimé les accès liés, mis à jour les paramètres de sécurité et signalé un ancien compte pour une surveillance supplémentaire parce que Dylan connaissait assez d'informations personnelles pour deviner plus qu'il n'aurait dû. Mon doigt a hésité une seconde au-dessus de l'écran d'annulation finale. Puis j'ai appuyé sur confirmer. Les retombées ont été immédiates. Dylan a appelé 6 fois en 10 minutes. Comme je ne répondais pas, il a texté « As-tu sérieusement coupé le paiement automatique de mon loyer ?» Cette formulation était importante. Pas est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pas Y a-t-il eu une erreur? Il savait exactement ce que j'avais payé. Il savait exactement ce que j'avais arrêté. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé ensuite. Ma mère après lui, puis Dylan à nouveau, maintenant furieux, puis suppliant, puis furieux à nouveau. J'ai mis la conversation en sourdine et posé mon téléphone face contre le comptoir. Mais les limites ne sont jamais une seule décision. C'est une chaîne de décisions que vous devez continuer à prendre pendant que la vieille culpabilité essaie de vous tirer en arrière. J'ai pleuré dans mon appartement ce week-end-là, non pas parce que je pensais avoir tort, mais parce que je faisais enfin le deuil de la version de la famille que j'avais continué à essayer de mériter. Il y a un chagrin particulier à réaliser que le rôle pour lequel on vous a loué était le même rôle qui vous a épuisé. Lundi matin a apporté quelque chose de plus laid. Dylan m'a envoyé un message qui disait « Si tu vas agir comme si je t'avais volé, peut-être que je devrais commencer à dire aux gens à quel point tu as été instable. » C'était la première fois qu'il essayait l'intimidation ouverte. J'ai pris des captures d'écran. J'ai tout sauvegardé. Pour la première fois depuis des années, au lieu d'essayer de le calmer, j'ai commencé à constituer un dossier. La semaine après l'avoir coupé financièrement, c'était comme vivre dans une chambre de pression. Dylan changeait constamment de tactique parce que l'ancienne échouait. Il me traitait de désespéré le matin, de furieuse l'après-midi, de blessé le soir. Un texto disait que j'étais sa seule vraie famille. Le suivant disait que j'étais dégoûtante et égoïste. Mes parents se sont joints à la danse avec leur propre rythme prévisible. Ma mère disait qu'il ne dormait pas. Mon père m'a averti que je n'avais aucune idée du type de dommages que je causais. Ce qui était étrange, c'est que pour une fois, il avait en partie raison. Je ne connaissais pas encore toutes les conséquences.
Je savais juste que j'avais fini de les empêcher de tomber là où elles devaient être. Puis Dylan s'est présenté à mon bureau. Notre réceptionniste m'a envoyé un message vers midi pour dire qu'un homme prétendant être mon frère était en bas et refusait de partir jusqu'à ce que je descende. J'ai senti cette vieille angoisse monter instantanément. Mais maintenant, elle avait quelque chose de solide sous-jacent. Quand je suis arrivé dans le hall, Dylan faisait les 100 pas comme une victime lésée, téléphone à la main, la mâchoire serrée, essayant d'avoir l'air blessé plutôt que désespéré. Dès qu'il m'a vu, il s'est avancé trop rapidement, puis a ralenti en remarquant que la sécurité regardait. Il ne s'est pas excusé. Il a accusé. J'avais surréagi. Je l'avais embarrassé. Je l'avais mis dans une position terrible. Je lui ai posé une question. As-tu utilisé mon argent pour Aspen? Il a détourné le regard une demi-seconde et a dit, ce n'était pas la question. J'ai dit, c'est la question. Et je me suis retourné pour partir. Il m'a attrapé le poignet, pas violemment, mais avec assez de force pour me rappeler qu'il croyait toujours avoir un accès physique à moi. La sécurité est intervenue avant que j'aie à dire un autre mot. Dylan a commencé à crier que j'étais sa sœur et que c'était insensé. J'ai continué à marcher. Cette nuit-là, mes parents m'ont invité à venir pour parler comme des adultes. J'ai fait l'erreur d'y aller parce qu'une partie de moi croyait encore que l'honnêteté pouvait changer le résultat. Dès que je suis entré, j'ai su que c'était un piège. Dylan était déjà là. Ma mère avait clairement pleuré. Mon père était assis dans son fauteuil comme s'il était sur le point de rendre un jugement. Il voulait que je rétablisse les paiements. Pas pour toujours, insistait-il. Juste jusqu'à ce que Dylan se stabilise à nouveau. Juste jusqu'à ce que la pression immédiate passe. Juste jusqu'à ce que les choses redeviennent normales. Normal. Je n'avais jamais autant détesté un mot. J'ai dit non calmement plus d'une fois. Dylan a essayé la culpabilité. Ma mère a essayé les larmes. Mon père a essayé l'autorité. À un moment donné, il a carrément dit, tu dois ça à cette famille après tout le soutien que tu as eu en grandissant. Je l'ai regardé et j'ai réalisé à quel point leur logique était devenue complètement biaisée. Le soutien dans leur esprit comptait quand il venait d'eux il y a des années ou de moi indéfiniment dans le présent. La responsabilité mutuelle ne s'appliquait jamais à Dylan. Alors j'ai posé la question qu'aucun d'eux ne voulait entendre. L'un de vous peut-il me dire quand Dylan prévoyait de rembourser 58 700 $? Personne n'a répondu. Dylan a dit que j'utilisais l'argent comme une arme. Mon père a dit que les familles ne tiennent pas les comptes. Ma mère a dit que l'argent n'est pas tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'obtiendrai jamais la scène de confession nette que les gens imaginent quand ils pensent que la vérité seule arrange les choses. Les gens qui bénéficient de votre silence offrent rarement la clarté une fois que cela leur coûte quelque chose. Je me suis levé pour partir et j'ai dit une phrase qui a changé la phase suivante de l'histoire. J'ai chaque virement, chaque texto, chaque date et chaque excuse sauvegardée. Si Dylan continue de se présenter à mon travail, de me menacer ou de mentir publiquement, j'enverrai le dossier à quiconque a besoin de le voir. Pendant les semaines suivantes, j'ai tenu la ligne plus fermement que je ne le pensais possible. Je ne répondais presque à rien par téléphone. Si je répondais, c'était uniquement par écrit. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Bennett parce que la colère n'était plus la seule chose en moi. Il y avait du chagrin, de la peur, de la honte, et une étrange désorientation qui vient quand on cesse de jouer le rôle sur lequel toute votre famille compte. Lors d'une des premières séances, je lui ai dit que je me sentais encore égoïste, même en décrivant une exploitation évidente. Elle a hoché la tête et a dit, cela signifie généralement que la culpabilité vous a été inculquée bien avant la limite. J'ai noté cela et je l'ai gardé. Ce qui a changé socialement n'était pas une grande campagne que j'ai lancée. C'est que Dylan est devenu négligent une fois que la panique a remplacé le charme. Une cousine qui était présente à Thanksgiving a demandé en privé si Aspen s'était vraiment produit juste après que Dylan m'ait demandé de l'argent pour le loyer. J'ai dit oui. Un autre parent a demandé si j'avais vraiment payé ses factures pendant des années. J'ai dit oui. Je n'ai pas enjolivé l'histoire. J'ai juste arrêté de me cacher derrière un langage vague. Une fois que les gens ont réalisé qu'il y avait un vrai schéma et de vrais chiffres, la performance de victime blessée de Dylan a commencé à se fissurer. L'effondrement de Dylan n'a pas été un moment de film dramatique. C'était plus lent, plus laid,
et à certains égards plus satisfaisant parce que cela s'est produit à travers la simple réalité. Une fois que mon argent a disparu de la structure de sa vie, chaque conséquence retardée a commencé à arriver à temps. D'abord, il y a eu l'appartement. Il vivait dans un endroit beaucoup plus agréable que je ne l'avais jamais vraiment réalisé, ce qui était parfaitement logique une fois que j'ai compris que mes urgences étaient effectivement devenues une partie de son revenu mensuel caché. Sans ce tampon, les frais de retard se sont rapidement accumulés. Il a temporisé, emprunté, menti et blâmé. Rien de tout cela n'a payé le loyer. En 2 mois, il était dehors. Puis la voiture est partie. J'avais un jour supposé qu'il la possédait ou qu'il avait un arrangement miracle. En réalité, c'était un leasing qu'il n'aurait jamais dû signer. Quand il a pris du retard, elle a été saisie. Un de mes cousins a vu la dépanneuse et m'a appelé avec ce ton stupéfait que les gens utilisent lorsque le récit familial s'est finalement effondré au-delà de toute réparation. Dylan, ai-je entendu, disait aux gens que je jouissais de sa souffrance. La vérité était plus simple. J'avais cessé de financer son image, et son image avait été coûteuse. Sa petite amie est partie ensuite, non pas parce que je l'ai contactée, mais parce que les femmes remarquent quand l'histoire ne tient plus la route. Elle avait aimé sortir avec un gars charmant et créatif avec des voyages, des dîners et de belles choses. Elle n'a pas apprécié la version de Dylan dont la carte était refusée, dont le propriétaire appelait et dont les excuses commençaient à se contredire. Elle était partie avant Noël. Puis est venue la partie que mes parents n'avaient jamais imaginée. Dylan a tourné sa pression vers eux. Pendant des années, ils avaient offert mes ressources parce que cela ne leur coûtait rien. Une fois les miennes disparues, le besoin de Dylan s'est déplacé vers la prochaine source disponible. Ma mère a couvert une facture. Mon père en a mis une autre sur une carte de crédit. Dylan a promis que chacune était temporaire. Je connaissais le schéma parce que je l'avais vécu. La seule différence maintenant était que mes parents étaient enfin ceux qui payaient pour l'homme qu'ils avaient passé des années à défendre. Ça a mal tourné rapidement. Mon père et Dylan avaient des disputes criardes assez fortes pour que les voisins les entendent. Ma mère m'a appelé un soir en larmes en disant qu'elle ne l'avait jamais vu comme ça. J'ai eu envie de dire, si, tu l'as vu. Tu n'as simplement jamais eu à y faire face quand il me le faisait plus doucement. Au lieu de cela, je l'ai laissé parler. Elle a admis qu'il avait menti sur le travail, menti sur les paiements, menti sur le montant dont il avait besoin et menti sur ce qu'il était censé avoir déjà remboursé. Quelque part dans cette confession décousue, elle a dit la phrase qui expliquait tout mon rôle dans la famille. Nous nous sommes appuyés sur toi parce que tu étais plus facile. Plus facile. Pas parce que j'étais plus aimée, pas parce que j'étais plus forte d'une manière noble, mais parce que me pousser était plus facile que de l'affronter. Pendant ce temps, la vie de freelance de Dylan s'effondrait. Le stress le rendait négligent. Il manquait des échéances. Il devenait défensif avec les clients. Il promettait trop, livrait trop peu, et essayait de percevoir des acomptes de plus en plus tôt parce qu'il était désespéré d'argent. Les cercles des petites entreprises et des freelances de Chicago ne sont pas énormes. Assez d'échéances manquées et de courriels défensifs s'accumulent et le charme cesse de faire le poids. Un chef d'entreprise en a averti un autre. Une recommandation s'est tarie, puis une autre. L'homme qui avait traité la structure comme quelque chose en dessous de lui ne pouvait soudainement plus garder un travail stable dans le monde flexible exact où il se cachait auparavant. Finalement, il a pris un poste de nuit chez Target pour décharger les stocks et remplir les rayons. Je le sais parce qu'il m'a appelé depuis le parking après une de ses premières semaines et a laissé un message vocal que je n'ai écouté qu'une seule fois. Il semblait épuisé, furieux, humilié. Il a dit que je l'avais forcé à faire un travail indigne de lui. Même alors, debout dans les décombres de ses propres choix, il pensait toujours que mon refus était l'injustice centrale. Mais les conséquences continuaient de s'élargir. Il avait fait rouler de l'argent entre amis et dettes à court terme, et maintenant ces gens voulaient être remboursés. Un ancien ami a menacé de le poursuivre en justice. Un autre l'a complètement coupé les ponts. Dylan a fini par rester dans le sous-sol d'un ami pendant un certain temps, puis a épuisé cet arrangement aussi. À un moment donné, après des semaines de panique, de dettes, de honte et de travail qui s'effondraient, il a eu ce que j'ai appris plus tard être une crise de panique si grave qu'il a fini aux urgences, convaincu qu'il était en train de mourir. Il n'était pas en train de mourir. Il ressentait enfin tout le poids des choix que personne ne pouvait plus amortir. La partie la plus brutale pour lui n'était pas Target, la dépanneuse ou le départ de sa petite amie.
C'était de perdre son rôle d'enfant chéri intouchable. Une fois que mes parents ont dû ressentir la pression eux-mêmes, le langage autour de lui a changé. Mon père a cessé de le qualifier d'ambitieux. Ma mère a cessé de le qualifier d'incompris. Ils étaient trop épuisés, trop embarrassés, trop meurtris financièrement. Dylan avait passé des années à être protégé parce que son chaos était toujours payé par quelqu'un d'autre. Une fois que la facture a atterri sur les personnes qui l'ont créé, la magie a disparu. Environ 6 mois après Thanksgiving, ma mère m'a rencontré pour un café et avait l'air des années plus âgées qu'à l'automne précédent. Pas ruiné, pas dramatique, juste dépouillé de certitude. Elle a admis qu'ils avaient épuisé leurs économies en essayant de maintenir Dylan à flot. Elle a dit qu'il avait profité de tous ceux qu'il aimait. Puis elle a baissé les yeux et a répété la vérité plus directement que jamais. Nous continuions à te demander plus parce que tu pouvais le supporter. Je ne les ai pas secourus après ça. Je ne suis pas retourné dans le rôle juste parce qu'il l'avait finalement nommé. Le lourd prix de Dylan n'était pas une humiliation théâtrale. C'était ceci. Son image s'est effondrée. Son travail s'est tari. Ses relations se sont fracturées. Ses parents ont été forcés de confronter la version de lui qu'ils avaient protégée. Et pour la première fois de sa vie, il a dû se réveiller chaque matin dans une vie construite sur ses choix réels au lieu de celle que j'avais discrètement subventionnée. 1 an après ce dîner de Thanksgiving, je me tenais dans la cuisine d'une petite maison de ville à Oak Park qui était enfin la mienne. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil. Ce n'était pas immense. Ce n'était pas le genre d'endroit que les gens publient en ligne pour prouver qu'ils ont réussi. C'était mieux que ça. C'était paisible. Une table à manger étroite près de la fenêtre. Une deuxième chambre transformée en bureau. Un paiement hypothécaire basé sur ma propre vie au lieu de ce qui restait après le dernier désastre de quelqu'un d'autre. La première nuit où j'y ai dormi, je me suis réveillé dans le noir, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la sécurité. J'ai recommencé mes cotisations de retraite correctement. J'ai finalement fait ce voyage dans le Michigan avec des amis. J'ai acheté de petites choses sans culpabilité. De meilleurs ustensiles de cuisine. Une lampe que j'aimais. Un manteau d'hiver sans calculer combien de factures de services publics il aurait pu couvrir pour Dylan. Les gens parlent des limites comme si elles n'étaient que conflit et feu, mais une grande partie de leur beauté est silencieuse. C'est l'absence d'angoisse. C'est regarder son téléphone et ne pas sentir son estomac se nouer. C'est payer ses propres factures et savoir que ce sont les seules factures que l'on doit. Ma relation avec mes parents n'est jamais revenue à ce qu'elle était. Et honnêtement, j'en suis reconnaissante. Nous nous voyons maintenant en terrain neutre, pour des déjeuners courts, des conversations superficielles, pas de discussion d'argent, pas de discours sur le devoir. Mon père est plus silencieux. Ma mère fait plus d'efforts. Bien que parfois j'entende encore le vieux réflexe dans sa voix, cet instinct d'adoucir les choix de Dylan en circonstance. Quand cela arrive, je mets fin à la conversation. Pas de manière dramatique, juste fermement. J'ai appris que je n'ai pas à rester dans un échange conçu pour me ramener dans le rôle qui m'a brisé. Quant à Dylan, il est toujours en vie, il fonctionne toujours, il reconstruit toujours une vie qui correspond enfin à la réalité. Il loue maintenant un petit studio. Il a des horaires de travail fixes. Il est en thérapie, aux dernières nouvelles. Il a moins d'amis, moins d'histoires, moins d'éclat, et peut-être pour la première fois, une vie qui exige l'honnêteté parce qu'il n'y a plus de flux d'argent caché pour la décorer. Il y a quelques mois, il m'a envoyé un courriel. Pas un texto, pas un appel frénétique, un courriel. C'était le premier message de sa part qui ne demandait rien. Il s'excusait de m'avoir utilisé. Il a admis qu'il avait passé des années à confondre mon calme avec une capacité infinie. Il a dit qu'il m'avait détesté pendant un certain temps parce que me blâmer semblait plus facile que d'admettre ce qu'il avait fait. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai jamais répondu. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que toutes les excuses ne méritent pas de retrouver un accès. C'est la plus grande leçon que je retiens maintenant. La famille ne doit pas signifier qu'une personne saigne en silence pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Elle ne doit pas signifier que la personne la plus responsable devient le fonds d'urgence, l'amortisseur émotionnel et la solution silencieuse. Dire non n'est pas de la cruauté quand dire oui vous a détruit par étapes. La nuit où Dylan a crié « Comment oses-tu refuser ?», il s'attendait à la fin habituelle.
Il s'attendait à ce que la honte me ramène dans le rang. Il s'attendait à ce que ma peur d'être perçu comme égoïste l'emporte sur ma mémoire, mes calculs et ma colère. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que j'avais finalement atteint le point où une seule phrase calme pouvait changer toute l'architecture de ma vie. Pourquoi pas? Cela semble petit. Ça ne l'est pas. Dans mon cas, cela a mis fin à des années de manipulation financière, a exposé un système familial construit sur la culpabilité et le favoritisme, et a forcé un homme qui croyait que mon succès lui appartenait à faire face aux conséquences de ses propres choix. Alors, non, je ne regrette pas d'être parti devant tout le monde. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour comprendre que l'amour sans limite devient une permission, et que la permission entre les mains de personnes égoïstes se transforme en appétit. Partir n'a pas ruiné ma famille. Cela a ruiné l'arrangement qui me ruinait discrètement. Et je veux vous demander ceci parce que je sais que je ne suis pas la seule personne à qui on a tendu la culpabilité en lui disant que c'était de l'amour. Avez-vous déjà eu à dire pourquoi pas à quelqu'un de votre propre famille juste pour protéger votre paix, votre argent ou votre avenir? Et quand vous l'avez finalement fait, cela vous a-t-il tout coûté ou cela vous a-t-il sauvé? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.